L'actualité, Isabelle Perron en fait son terrain de jeu. Elle questionne, elle secoue les idées et explore des angles jamais visités. Isabelle Perron. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre ville? Pour nous rejoindre, c'est le 187 Cube Radio avec des propos bien sûr respectueux. On peut dire ce qu'on veut, mais dans la base du respectueux envers tous. Peu importe notre opinion, elle est valide tant qu'on ne brime pas celle de l'autre. 187 Cube Radio, Isabelle est avec nous. Isabelle, vous aviez envie d'ajouter votre voix à la discussion. Bien sûr, moi-même en étant agent de sécurité, puis il a même déjà travaillé avec M. Lambert, qui est mon ancien patron d'ailleurs, puis je lui dis un beau bonjour. Même moi, étant donné rester dans les Laurentides, c'est pas plus sécuritaire dans ma ville ici non plus, là, c'est pas plus sécuritaire ici ou ailleurs, je crois, là, il y a tellement de personnes avec des problèmes que oui, c'est vrai que c'est pas sécuritaire non plus ici non plus, là. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain? Ben c'est sûr que nous, comme M. Lambert, beaucoup de choses d'itinérance, des personnes avec des problèmes mentaux, des choses comme ça. Puis moi, je travaille maintenant à l'aéroport de Montréal et Mirabel, fait je vois beaucoup de personnes se promener de tout bord, de tout côté là, pour pouvoir aller dans des villes, des pays différents. Là, fait que. Mais quand on parle d'itinérance, parce qu'il y a des nuances quand même que j'aimerais apporter là-dessus, ça revient souvent. Tu sais, quand même, la plupart des itinérants ne sautent pas après le monde. Là, est-ce que vous voyez quand même des situations? Parce que j'ai l'impression que les gens ont peur, mais que c'est pas toujours justifié. Tu sais, oui, on en voit des gens qui vont cracher et tout, mais la plupart, là, ils sont vulnérables là, comme tout le monde. Là. Et plus encore. Oui, ben c'est des personnes, je pense que c'est des personnes qui sont probablement peut-être mal comprises. Moi, ce que je vois, ce que j'entends beaucoup, c'est des personnes qui sont droguées ou sous l'effet de l'alcool, qui vont crier. Ben, moi, ce que je vois beaucoup, là, c'est crier parce qu'ils ont besoin de s'extérioriser, peut-être, probablement, là. Mais c'est ça, c'est du monde qui vont crier, qui vont se fâcher après des objets, un panneau de stop ou les voitures ou des choses comme ça, là. Mais c'est pas... Vous n'avez pas vu d'altercation, là, parce que j'entends beaucoup le mot itinérance, mais j'ai l'impression qu'on a une mauvaise perception. Probablement, oui, c'est probablement ce que je me dis aussi, là. Mais, tu sais, des personnes, probablement des personnes qui sont sous l'effet de la drogue dure, qui vont, oui, essayer de chercher à se défouler. Puis, comme M. Lambert se souvient, on avait le centre d'itinérants à Hawkesbury. Des fois, ça arrivait que, oui, il fallait téléphoner à la police de là-bas parce que les gens arrivaient trop intoxiqués ou qui n'avaient pas le droit de rentrer intoxiqués. Il fallait téléphoner à la police pour pouvoir prendre possession de la personne là, parce que c'est ça. Puis, vous dites que je me sens semi en sécurité dans les Laurentides. Est-ce que ça vous empêche de faire votre métier? Est-ce que ça vous fait craindre de faire votre métier d'agente de sécurité? Non, du tout, parce que j'adore ce que je fais. Puis c'est justement, c'est grâce à M. Lambert que je fais ce travail-là, que j'adore d'ailleurs, puis je ne regrette aucunement. J'aime ce que je fais, puis je me sens tout à fait à ma place. Bon, Isabelle, merci pour votre témoignage. Merci d'avoir ajouté votre voix aujourd'hui. Puis ça nous rassure finalement que vous soyez quand même motivé par votre travail. Vous savez qu'elle parle de Marc Lambert. C'est que Marc Lambert est avec nous autour de la table. Il est président de la firme Groupe canadien de sécurité. On a toujours André Gélina, qui est policier retraité, qui est avec nous. Et j'ajoute à la discussion Raphaël Provost, que vous entendez régulièrement sur nos ondes et à travers les différents médias au Québec, directeur général de l'organisme Ensemble pour la diversité, pour le respect de la diversité. Merci d'être avec nous. Bon matin tout le monde. Bon, Raphaël, il t'est arrivé, toi, une situation cette fin de semaine, une altercation vraiment non désirée, là. C'est arrivé au Complexe des Jardins. J'étais à un forum international pour les communautés LGBTQ+. Donc, des gens d'un peu partout venaient du monde pour qu'on se réunisse puis qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour nos luttes collectives, ici, mais aussi ailleurs. Et j'étais à un étage en dessous de où est-ce que ça se passait principalement, dans un corridor où il se passe absolument rien à cet étage-là. Il n'y a pas de magasin au 5e étage du complexe. Et je sors d'un local et je vois quelqu'un qui rôde, quelqu'un dans le début vingtaine, mais qui est clairement pas identifié comme participant. Il m'interpelle dès que je passe à côté. On appelle ça un bon complimarde. Il me dit « Ouais, toi, t'es belle. »
Et là, clairement, je vois qu'il veut m'interpeller, mais pas de la bonne façon. Je ne suis pas une femme, je suis un garçon. Donc, si tu me trouves beau, tu me dis que t'es beau. Et là, j'avance, il me poursuit. Et là, il me dit, qu'est-ce qui se passe ici? Je dis, c'est un événement privé, je t'inviterai à quitter. Maintenant, t'es pas identifié, tu sais. Et il y a une bière à la main et il a pas l'air intoxiqué, mais quand même, c'est un détail important. Et là, il me dit, ah non, mais vous autres, là, les LGBTQ+, vous êtes toute une gang de malades mentaux. Vous êtes mauvais, vous devriez pas être ici. Pardon. Et là, il me dit ça, puis je le vois qu'il devient insistant et agressif vers moi. Et dès que mon ami est arrivé, une collègue, une chance qu'elle était là. Parce que dès qu'il l'a vu, il est parti, il a pris la fuite. Et je suis allé informer la sécurité parce que c'est un événement, plus de 200 personnes vulnérables qui veulent être en sécurité. Et c'était un des enjeux, justement, qu'on parlait de la sécurité d'ailleurs. Et on leur disait, ouais, mais ici au Québec, au Canada, vous allez voir, vous allez trouver votre place, vous n'êtes pas en danger. Et ça venait de m'arriver. Et là, je me suis dit, il faut que j'en parle. Vous le savez, je prends souvent parole. Je peux pas garder ça pour moi. Parce que c'est extrêmement rough, c'est difficile, c'est troublant. Puis de me dire à combien d'autres personnes que ça arrive. À qui d'autre qui a fait faire vivre ça? Silence. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Pourquoi il était là? C'était quoi ses intentions? Donc, j'étais encore un peu en train de digérer tout ça. Mais oui, ça arrive ici. Et c'était pas dans la rue venant d'une personne qu'on pourrait identifier comme itinérante. C'était dans un endroit à l'intérieur avec un jeune homme qui me ressemblait dans un certain sens. Puis comment tu t'es senti à ce moment-là? On se dit, c'est comment ça que ça arrive? Je me suis senti en danger, rapidement en danger. Dès les premiers mots, dès les premiers pas vers moi, je me suis senti en danger. Mais comme j'en parlais avec vos collègues juste avant de commencer, mais ce qui prend le dessus, c'est même ça peut pas être en train de m'arriver. Je suis pas supposé me sentir en danger ici chez moi, comme ça. Et donc, tout ce mélange-là, mais troublé, pas bien, mais tu figes. Tu figes. Il n'y a pas du tout le réflexe de ninja en nous qui sort. J'ai vu des commentaires depuis que je l'ai partagé de comment c'est que c'est pas défendu. C'est pas ce qui se passe. Non. Quand on vit une agression comme ça, en tout cas, je vais parler au jeu. J'ai figé, j'ai eu peur, je me suis senti en danger et je me suis demandé qu'est-ce qu'il va faire de plus. Je suis déjà en train de vivre une agression. C'est quoi la prochaine étape? Et de penser à toutes les autres personnes autour de moi aussi. Tout autre Raphaël qui pourrait vivre ça. Oui, on est dans le cadre de la fierté, mais ça n'a rien à voir. Jamais je devrais vivre ça ici au Québec. Personne ne devrait vivre ça, ce que j'ai vécu. Je trouve ça intéressant quand tu dis « j'ai figé », même si on dit qu'on devrait être des ninjas. C'est vrai. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de me faire prendre les fesses à deux mains en 17 heures, en plein jour. Puis moi, je pensais que j'étais une toffe qui allait réagir. Puis j'ai figé, puis je me suis demandé s'il allait y avoir d'autres hommes qui allaient arriver. Fait que je comprends ce que tu veux dire quand on fige alors que les autres me disent « ben voyons, réagis, commande ». C'est vrai que quand t'as peur, c'est souvent un mécanisme qu'on a. De se défendre. Oui. On fige parce que je suis en danger. Si je me bats, est-ce qu'il va me battre? Tout ça nous passe par la tête en quelques secondes. Ça peut durer 1 heure, tout ça. Là. Ça a duré peut-être 1 ou 2 minutes. Mais ça m'a fait peur et ça me fait peur pour la suite des choses, à se dire que ça arrive, tellement d'histoires. C'est arrivé récemment, un garçon, Édouard, au Festival d'été de Québec, qui s'est fait cracher dessus par d'autres festivaliers parce qu'il est homosexuel. Une autre personne, Nabil aussi, qui est un TikToker, s'est fait agresser dans les rues de Montréal. C'est des petites histoires qu'on entend parmi de grandes qu'on n'entend pas. Est-ce que l'augmentation, est-ce que ça augmente? Est-ce que tu sens, toi, que ça augmente, cette espèce d'agressivité-là envers la communauté? Bien, je vais parler par mon rôle de directeur général d'Ensemble. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les écoles et on aborde les grandes questions de discrimination avec les jeunes. On parle autant de violence sexuelle, de racisme, de sexisme, d'homophobie, de transphobie avec eux. Et depuis un certain temps, c'est surtout le côté décomplexé de la haine des gens. Est-ce qu'il y en a plus? Je ne sais pas. Est-ce que le groupe qui l'était déjà se permet plus d'être vocal et de se prononcer? C'est peut-être ça l'enjeu. Et c'est ça qui est inquiétant. Mais c'est tout aussi dangereux qu'une quantité. C'est pas quantifiable, la violence. C'est une de trop. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Mais on ressent dans les écoles, justement, des paroles décomplexées qu'on avait un peu moins avant. Les gestes, on l'a vu, il y a tellement d'histoires de jeunes qui se battent dans les écoles. Puis tu dis, mais comment ça? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Comment ça qu'on est aussi à cran que ça entre nous? Puis ce serait beaucoup trop facile de viser un groupe plus qu'un autre. Là. C'est tout le monde. Là. On est à cran. On ne sait plus comment se parler. On ne sait pas comment interagir. Et ça donne des situations comme qui est arrivé hier. Clairement, les gens vont pas bien. Je m'inclus là-dedans parce que je le sens, la détresse. Mais nous, on le ressent dans les écoles. Et comme DG d'un organisme qui aborde tout ça, moi, ça m'inquiète parce que c'est pas juste une réalité qui y passe tout le monde. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est vrai que tous les groupes y passent. Je t'entendais vouloir réagir, Marc Lambert. En fait, vous avez abordé
un excellent point, Raphaël, dans le sens où quand vous avez dit « qu'est-ce que je fais, est-ce que je réagis », puis tout à l'heure, on parlait de légitime défense. À partir du moment où il n'y a pas eu de contact physique de l'autre partie, vous n'êtes pas dans une agression. Autant soit-elle de Vous n'avez pas vu à la déplorable, radio, mais il a mis avec des guillemets à côté du mot agression. Autant traumatique qu'elle peut être, puis je comprends votre situation, puis je ne veux pas la minimiser, mais lorsqu'on va arriver dans une situation d'arrestation, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. C'est sûr que là, d'appeler la sécurité, d'augmenter la sécurité. Comment ça se fait que cette personne-là s'est rendue au 5e étage? Ça, c'est des questions qui se posent vis-à-vis du complexe des Jardins. Madame Perron, vous avez dit que vous étiez déjà fait ramasser les fesses en pleine rue. C'est normal de figer. Et c'est pas nécessairement la peur, c'est surtout la surprise, parce qu'on s'y attend pas. On vit dans une société qui est quand même sécuritaire. Là. Oui, je sais qu'on parle de sécurité puis qu'on sent que le sentiment descend, mais moi, je réagis, moi, je travaille, moi, j'interviens avec des gens, que ce soit physiquement, verbalement, on désescalade des situations, puis je me suis fait prendre une fesse sur Sainte-Catherine, puis j'ai pas plus réagi. J'ai figé, c'est ce qui vient de se passer là. J'ai continué mon chemin, puis en y repensant, c'est souvent après les faits qu'on repense, on se dit, voyons, que ça arrive, puis à quel point est-ce qu'il y a des groupes qui sont plus ciblés, qui sont plus visés? Je suis entièrement d'accord. Mais comme vous disiez tantôt, cette personne-là n'avait pas d'affaire là, encore moins avec une canne de bière. Mais là où je vais faire une belle intervention, c'est nous, en tant que patrouilleur municipal, dans certaines municipalités, souvent, on va intervenir avec des gens qui ont des bouteilles sur la voie publique, puis on va y mettre des constats d'infraction, puis quand on va se présenter en cours, le juge va discréditer ce qu'on a fait. Ah, mais c'est juste une canne de bière un vendredi soir. Sauf que ça, c'est un point intéressant que vous amenez, discréditer. C'est comme si on voit tellement d'actes de violence. On a vu des grabuges, on a vu... on parle de violence conjugale, on voit des crimes aux États-Unis, on en voit partout. Puis c'est comme si à un moment donné, on s'y fait. C'est comme si on dit, dans le fond, on les voit même plus, on les entend plus. C'est comme si cette violence-là devient normalisée. Ah ouais, mais c'est juste une vitre pétée. Ah ouais, c'est juste exact. Ça. C'est pas si grave que oui, ça. mais dans le fond... On est assuré pour ça. Et c'est-tu à quoi j'ai pensé aussi? J'y pense depuis hier, puis en toute transparence, parce que vous le savez, je vous apprécie. J'ai même pensé à me dire, est-ce que je devrais venir ou pas? Est-ce que les gens vont me croire? C'est-tu vrai? Du fait que je prends souvent parole, puis que je dénonce ce qui m'arrive, avec ce qu'on a tout vu dans les dernières semaines, sans en nommer aucun cas, là, mais est-ce qu'on va me croire? Et quand ça m'est arrivé, je suis allé voir la sécurité, je me suis posé cette question-là à ce moment-là. Quand j'en ai parlé à mes proches, je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux, 5 minutes avant d'entrer en ondes ici, je me suis dit, est-ce qu'on va me croire? Parce qu'on ne nous croit pas tout le temps. Et j'ai souvent à aller dans les micro-détails parce que je me suis fait challenger hier. Puis là, tu te dis, mais attends un peu, je m'en souviens pas, c'est pas clair, j'ai figé. Et on cherche, parfois je ressens, puis je pense pas que c'est toujours l'intention des gens devant soi, de me discrédibiliser dans ce que je suis en train de partager. Quand tu dis non, j'ai vécu ça, je me suis pas senti bien. Est-ce que je connais la suite des choses? Non, c'est pas arrivé. Mais juste qu'est-ce qui m'est arrivé, puis juste, je le mets moi aussi entre guillemets, là, c'est trop. Mais j'ai eu ce sentiment-là, j'ai eu peur et c'est pas normal. Et ça, nous, on le ressent dans les écoles. Il y a tellement de jeunes qui viennent nous partager à la suite de nos témoignages ou les ateliers qu'on aborde avec eux, des grandes confidences, mais à chaque fois, ils nous disent, on a peur qu'on nous croit pas. Et ça, c'est terrible comme sentiment dans une société comme la nôtre. Il y a 2 points excellents que vous apportez. Le premier, c'est j'y crois pas parce que, comme tout à l'heure vous disiez, d'en haut de mon condo, ça m'est jamais arrivé à moi. Fait que ça peut pas arriver aux autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout à l'heure, vous parliez de l'augmentation de nos services. Bien, dans les écoles secondaires et primaires, ça, je peux vous dire qu'il y a une nette augmentation des demandes de contrat dans les écoles secondaires et primaires. Puis, j'enlève pas les primaires. Là. Oui, ça arrive fréquemment. Pour surveiller les jeunes ou? Les jeunes, principalement. Plus que ce que vous pouvez imaginer, là, des entrées avec des armes à feu, là, c'est vraiment surveiller les jeunes. La violence, énormément de violence. Puis là, on parlait de désengagement. Bien, imaginez les surveillants dans les écoles qui, eux, se désengagent parce qu'ils se disent, moi, je ne suis pas payé assez cher pour gérer ça. Là. Il y a des jeunes qui se frappent, puis après ça, ils frappent la surveillante parce qu'ils veulent aller leur frapper le jeune. Ça se lance des chaises, ça se lance... on a vu des tables d'un café étudiant qui partent puis qui flyent dans la face du monde. C'est des affaires qui sont pas couvertes par les médias, mais qui arrivent. Puis, tu sais, la violence que Raphaël couvre n'est pas juste verbale, là. La cyberviolence également, tout ce qui se passe, tout ce qu'on ne voit pas, ça, c'est la pointe de l'iceberg. André Gélina, qui est toujours avec nous, le policier retraité, vous entendez ces témoignages-là, mais comment ça on échappé le bateau de même? Comment on explique ça? Bien, écoutez, c'est sûr qu'il y a une banalisation de la violence. Il y a aussi, malheureusement, un phénomène d'accoutumance. Quand je discutais hier avec Florence, je lui expliquais justement que en 2022-2023, il y a mon partenaire de médias, Stéphane Wall, que vous connaissez à Cube aussi, on était appelés pour des événements, pour commenter des événements, puis aujourd'hui, ben ça passe vraiment sans commentaire. On dirait que ça suscite moins d'intérêt, et ça, c'est le phénomène d'accoutumance.
La preuve, vous avez mentionné les États-Unis. Les États-Unis ont été obligés de mettre des critères pour définir c'est quoi une fusillade de masse, parce que pour eux, 2 ou 3, ça devient tellement banal et devient tellement courant que ça ne vaut même plus la peine d'en parler. Heureusement, nous, on est à des années-lumière de ce qu'ils vivent là-bas. Mais c'est ça. On parlait des écoles. En fait, nous, à un moment donné, on avait rencontré des jeunes dans des écoles et ces gens-là nous expliquaient qu'il y a des enfants, il y a des jeunes qui doivent se payer de la protection pour se faire foutre la paix dans les écoles. Il y a de plus en plus, tu parles à des gens qui ont des adolescents dans des écoles à Montréal, il y en a qui nous disent, oui, il y en a qui sont armés, il y en a qui ont des couteaux. Il y en a, c'est pas nécessairement pour vouloir être des agresseurs, c'est parce qu'ils ont peur. Évidemment, c'est pas la bonne façon d'agir, mais c'est symptomatique d'une situation où est-ce que la violence devient de plus en plus acceptable. Il y a des points qu'évidemment, il y a des éléphants dans la pièce. Des fois, on va parler du gangster rap. Le gangster rap qui est très populaire. Si on regarde dans les médias dans les dernières années, il y a plusieurs adeptes du gangster rap, des chanteurs qui se sont fait assassiner parce que ces gens-là gravitent autour de ces groupes-là de gangs de rue, font l'apologie de la violence, font l'apologie de vivre et de faire de l'argent, et évidemment, ce n'est pas en travaillant. Mais ça, c'est des choses qui influencent la jeunesse, ce sont des choses qui commencent à avoir un impact. Vous pensez que la musique a un impact? Ben oui, certainement, ce style de musique-là, en tout cas, parce que vous regardez les vidéos, vous regardez les paroles qui se disent là-dedans. Moi, je me souviens, quand j'étais à la division du renseignement gang de rue dans les années 2000, on faisait des présentations devant les administrations scolaires. Et je leur faisais écouter à l'époque une chanson de 50 Cent. Et j'expliquais à ces gens-là, intéressez-vous à ce que vos enfants écoutent. Et je les faisais danser sur la chanson, et là, tout le monde dansait, puis là, je leur disais, OK, qui parle anglais ici? Évidemment, c'était pas tout le monde, et là, je leur disais, OK, on va regarder les paroles ensemble, et je vais vous expliquer, je vais vous traduire ce qui se dit là-dedans. Mais évidemment, c'est l'exploitation de la femme. Une femme sert absolument à rien à part enrichir. C'est du proxénétisme. C'est, si tu veux de l'argent, prends les moyens pour l'obtenir, impose le respect. Mais évidemment, pas le respect comme vous et moi, on l'a appris dans nos familles ou à l'école. C'est le respect par la violence. C'est de plus en plus ça qui s'installe. Et en même temps, qu'est-ce qui permet ça? Encore une fois, c'est des gouvernements, puis c'est des administrations municipales qui, on doit le dire, ont des idéologies de gauche très radicales qui fait en sorte qu'il faut banaliser tout ça, et on cherche de plus en plus à éroder les pouvoirs policiers. Mais ce que les gens doivent comprendre, encore une fois, lorsqu'on enlève des pouvoirs aux policiers, là, vous savez, si vous voulez que je travaille 2 fois moins fort pour payer le même salaire, il n'y a pas personne qui va aller se plaindre de tout ça. Par contre, c'est qu'on enlève des moyens de protection à la société, et c'est exactement ça qui se produit. Regardez au Québec, là, il y a des groupes militants qui veulent faire éliminer l'article 636 du Code de CSA, du Code de sécurité routière, qui nous permet d'intercepter au hasard des gens pour vérifier leur état, à savoir si ces gens-là sont en état d'ébriété, si les immatriculations sont payées et autres. Vous savez, ces gens-là qui militent pour ça ne feront pas en sorte d'améliorer la sécurité publique, et ça, c'est à tout niveau. Malheureusement, on en est rendu là. C'est ce qui tend à se produire, et ça n'améliorera pas la sécurité publique, ça, c'est clair. Faut que les gens se réveillent. Au téléphone, on a une réaction d'Olivier qui est avec nous. Olivier, vous aviez envie de réagir à la discussion. Oui, bonjour. Moi, je viens de l'Abitibi. Oui. Puis j'aimerais abonder un petit peu dans le sens de André, j'ai oublié votre nom de famille. Gélina. Là, le policier, oui, André Gélina. Nous, on vit quelque chose d'assez particulier ici. C'est que, avec justement des idéologies politiques, des enlignements municipaux, on a importé de l'itinérance. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Nous, écoutez, il y avait relativement peu d'itinérance là, dans les villes de Val-d'Or, Rouen. Là, c'était ça, c'est aussi la crise du logement, là, tu sais. Ah, la crise du logement, c'est, tant qu'à moi, c'est la cause majeure, là, tu sais. Puis ça a été causé à cause des agents d'immeubles en particulier, mais c'est un autre dossier. Disons qu'il y a multiples facteurs, là. Mais bon, allez-y, rapidement. Là, moi, c'est que là, nous, à cause des idéologies de gauche, on s'est mis à offrir des points de service avec plus de place. Puis au début, c'était de répondre à un besoin.
Mais après ça a grossi. Puis là, qu'est-ce que moi je me suis fait dire par des policiers, c'est qu'ils voient des gens de Mont-Laurier, Rivière-Rouge, plus au sud, qui se font dire « Allez en Abitibi, ils ont des services ». Alors, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel pour supporter, finalement, pour être capable d'établir un filet social. Il nous manque de main-d'œuvre un peu. C'est un peu ça que vous voulez exprimer. Il y a des endroits qui a des trous dans le filet social. Puis là, les gens se dirigent où il y a plus de services. Moi, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui sont pas abitibiens, qui viennent ici profiter des services pour les Abitibiens qui auraient des troubles d'itinérance. Fait que là, je trouve qu'on est ailleurs. Oui, c'est une question complexe. Merci de votre partage aujourd'hui, mais disons que moi, ce que j'entends, en tout cas, puis ce que j'en comprends, c'est qu'on manque de monde pour aider notre monde. Moi, c'est un peu ça. Là. Je vous entendais réagir, Marc, en finissant. On parlait dans les écoles, là, mais il y a beaucoup les parents là, en arrière des jeunes de ces parents-là. Je vais vous donner le meilleur exemple qu'on a vécu la fin de semaine passée. On est sur une patrouille municipale, puis on reçoit des plaintes parce qu'il y a des scooters qui circulent dans une piste cyclable, qui est une rue qui a été fermée pour l'été, un peu comme Montréal fait fréquemment. Là, ils ferment des tronçons de rue pour faire des places piétonnières. Donc, il y a des scooters qui circulent là. Nos agents se déplacent, finissent par intercepter 2 jeunes, leur demande de s'identifier, refus de s'identifier, fait venir la Sûreté du Québec en assistance, finit par s'identifier. On perd à peu près 1h30, 2 heures là-dessus. On finit par y mettre un constat d'infraction. C'est pas nous qui décidons des montants. Et moi, le constat d'infraction à la jeune fille. La jeune fille quitte. Hier, c'est moi qui patrouille avec un des 2 patrouilleurs. Puis, on se fait aborder par une dame, aucune idée qui. Elle nous aborde en disant « Vous auriez pu lui donner une chance. » Tu sais, elle a juste 15 ans. OK, mais si elle a 15 ans, elle a quand même des responsabilités. Elle a un permis de conduire qu'elle a obtenu à SAC, qui est un privilège. On est tous d'accord là-dessus. Puis, normalement, dans ses cours de conduite, elle aurait dû apprendre que de circuler dans une voie cyclable avec un véhicule qui est plaqué, c'est illégal. Si une auto passe pas, ton scooter n'est pas censé y aller, là, votre fille, elle a refusé de s'identifier. Elle a refusé de coopérer. Il a fallu qu'on l'intercepte. Puis en plus de ça, elle circule, puis elle trouve ça banal, elle l'a circulé dans une piste cyclable. Puis nous, il a fallu qu'on se déplace après qu'on ait reçu des appels des citoyens qui étaient tannés de se faire effleurer par des poignées de scooters. Ça finit par être vous le coupable. Bien, c'est moi le coupable, parce que là, moi, je donne pas de chance à cet enfant-là. Merci de votre participation. Raphaël Provost, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Parce que moi, ce que j'entends beaucoup, même dans les appels, c'est qu'il y a de l'agressivité dans tout type. Là, on s'accuse tous entre nous. On a de la difficulté, je pense, à parler tous ensemble sans accuser le gauche-droite. Il y a quelque chose quand même dans ce qu'on entend qui reflète une partie là, de ce qu'on entend aussi sur le terrain. 2 choses. La première, je pense que plus que jamais, il faut que le respect devienne une matière officielle à l'école, mais aussi au travail. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le poids de l'avenir sur nos jeunes. Nous, on est là encore un petit bout. Il faut qu'on s'enseigne, qu'on parle, qu'on cultive notre respect plus que jamais, puis peut-être un peu d'empathie à travers ça, mais aussi la voix de nos leaders, des leaders de tout horizon qui doivent s'élever plus que jamais en ce moment pour dénoncer, protéger, rassurer, agir, parce qu'ici, le respect est une valeur qu'on a choisie, puis il faut se le rappeler. Ça fait plusieurs personnes que j'entends, les instances, les gouvernements, entre autres. Là. Ça, c'est vrai qu'il va falloir s'y pencher parce que là, on a parlé de Toronto, de Montréal, on aurait pu parler de Vancouver. On est au Canada, là. Faut faire quelque chose. Les gars, merci d'avoir pris part à cette discussion-là. Merci pour ton témoignage, Raphaël. On t'envoie des ondes positives pour la suite. Merci pour vos textos parce que la messagerie, elle est pleine. Au retour, on a une belle histoire. Ah oui, vous allez voir là, maintenant qu'on a brassé ça, parce qu'il faut en parler. Je sais que des fois, ça nous fait grincer des dents de parler de sécurité. On n'ose pas trop, il faut y aller, là. Je veux dire, on en voit dans la ville. Maintenant qu'on est allé au bout des choses, il y a une histoire qui est très intéressante d'un homme que vous allez pouvoir entendre sur la scène, qui s'est repris en main, au fait. Puis qui va certainement vous inspirer. Je suis certaine, à 115 % que vous allez vous identifier à son histoire.